Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, dernier hommage national à Edem Kojo ce jeudi à Lomé. Le peuple a témoigné sa reconnaissance à l'ancien Premier ministre pour le service rendu à la nation et au monde. De nouvelles mesures préventives annoncées par la Coordination nationale de la gestion de la riposte contre la Covid-19, le bouclage des préfectures et la fermeture des bars dans ces localités où se déroulent les fêtes ou cérémonies traditionnelles. Mali, la communauté internationale condamne le coup d'État. La junte au pouvoir appelle la population à reprendre ses activités et arrêter toute forme de vandalisme. L'opposition, elle, souhaite travailler avec les putschistes à l'élaboration d'une transition politique. Et puis, Sport Football, face à face ce vendredi en finale de l'Europa League, Inter Milan d'Italie, FC Séville d'Espagne. Le club espagnol est à sa 6e finale. Radio Lomé. radiolomé.tg. Le peuple togolais a rendu ce jeudi un hommage national à l'ex-premier ministre Edem Kojo, décédé le 11 avril dernier à Paris à l'âge de 82 ans. C'était en présence du premier ministre Commissaire Lom Klassou, représentant le chef de l'État, de la présidente de l'Assemblée nationale, des membres du gouvernement, des autorités administratives, militaires traditionnelles, du corps diplomatique, des délégations étrangères, des représentants des institutions de la République et internationales. Ces cérémonies d'hommage ont été suivies de la messe d'inhumation à la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus, une messe concélébrée par les évêques du Togo et présidée par Monseigneur Nicodème Bariga, l'archevêque métropolitain de Lomé. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les cas de coronavirus ne cessent d'augmenter ces dernières semaines. Le coordonnateur national de la gestion de la riposte contre la Covid-19 a annoncé hier de nouvelles mesures concernant les préfectures qui abriteront des fêtes traditionnelles. C'était au cours d'un point de presse hebdomadaire de la coordination. Il y a été également présenté 2 projets financés par l'Union européenne dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Juliette Kamde. Le coordonnateur national a expliqué le plateau d'augmentation de ces dernières semaines par l'arrivée de voyageurs non déclarés, cachés par leurs familles et qui ont participé aux fêtes Tabaski et autres fêtes traditionnelles dans la Kosa. Désormais, il est prévu un bouclage de la préfecture qui accueille une fête traditionnelle une semaine avant et une semaine après avec fermeture des bars. Colonel Djibril Mohamed. Nous avons eu cette semaine 103 cas en plus contre 82 cas et 92 cas les semaines antérieures. Donc on reste sur ce plateau d'augmentation des cas. Le foyer qui avait commencé, c'était le foyer d'Assoli à Sounou. Actuellement, ce foyer est en train d'être maîtrisé, mais ce foyer continue par produire des cas. Il y a le foyer de Tchaodo. C'est plusieurs foyers en fait à Tchaodo. Ces foyers nous inquiètent et nous sommes en train de préparer une riposte avec un renfort à la fois de personnel et d'équipement pour aller analyser, évaluer et répondre efficacement sur le terrain. Quand on voit en cas cumulé, Tchaodo se trouve en tête avec plus de 100 cas. Alors que la deuxième préfecture qui arrive, la préfecture d'Assoli avec plus de 50 cas. Le troisième point de foyer, c'est dans la Kosa, qui était il y a 2 semaines à 3 cas et qui est monté actuellement à 43. Tout ceci s'explique par à la fois des voyageurs qui ne sont pas déclarés pour qu'on puisse les tester, les mettre en quarantaine et qui ont fait la fête. Ces fêtes traditionnelles qui sont normalement actuellement interdites, c'est seulement les cérémonies qui sont autorisées. Au cours de ces fêtes, il y a les bars qui animent et ça entraîne aussi des foyers de contamination dans ces bars.
Le premier projet financé par l'Union européenne présenté ce mercredi est relatif à la prise en charge psychologique des personnes atteintes de la COVID-19, du personnel soignant et de leurs familles. Agbobli Afiwa, psychologue clinicien. Notre constat sur le terrain est que des populations continuent par vivre un stress émotionnel, une détresse psychologique, des gens qui ont peur de la stigmatisation. Et cette stigmatisation contribue d'un autre côté à la propagation de cette maladie. Puisque si quelqu'un est témoin de la stigmatisation d'un de ses membres de famille, il a peur de se dévoiler. Et donc, s'il y a cas de maladie, il aurait déjà propagé cette maladie-là autour de lui. Donc, ce projet vient en appui aux actions déjà menées sur le terrain. L'autre projet, piloté par l'équipe de l'émission Le Bala de la télévision togolaise, met l'accent sur la sensibilisation de proximité. Après la présentation de ces projets financés par l'Union européenne, l'ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République du Togo a annoncé la fin de sa mission au Togo. Madame Christina Martins Barrera. Je ne vous cache pas que c'est avec une certaine émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui, parce que je suis en fait à quelques jours de la fin de ma mission en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne au Togo. Nous avons présenté ici, il y a quelques mois, une panoplie d'actions pour appuyer le travail de la coordination nationale de la gestion de la riposte sur le terrain. Toute une série d'actions que l'Union européenne s'est engagée à soutenir et selon les informations que j'ai eues des collègues et de ce que je vois sur la presse, l'action de l'Union européenne a été appréciée, importante aux côtés des autorités togolaises qui ont mené cette lutte. En effet, même si les cas connaissent une certaine hausse qui était déjà prévisible et qui n'est pas différente de ce qui se passe ailleurs, le Togo fait partie des pays africains qui organisent au mieux la gestion de cette pandémie. Fin ce jeudi à Kara d'un atelier de formation à l'intention des dirigeants des PME-PMI venus des régions centrales de la Kara et des Savanes. Cette rencontre de 2 jours porte sur la formalisation d'entreprises, la rédaction des plans d'affaires et la tenue de la comptabilité. Il s'agit à travers cet atelier de chercher à résoudre les difficultés liées à la faiblesse des capacités managériales et techniques des dirigeants de cette catégorie d'entreprises. Vincent Kofi Frank, directeur du développement du secteur privé. Le Togo a adopté en 2017 une stratégie de développement du secteur privé. Cette stratégie prévoit qu'on puisse renforcer la capacité des acteurs. C'est dans ce cadre-là que nous organisons une série de formations à l'intention des dirigeants des PME-PMI pour qu'on puisse les amener à renforcer la capacité et à sortir progressivement de l'informel pour se formaliser. Il y aura également développé un module sur l'élaboration de plans d'affaires. C'est un plan d'affaires qui va projeter ce que vous devez faire au moment de solliciter des crédits. Ces documents sont très importants à présenter au niveau de la banque. Et enfin, un troisième module qui porte sur la tenue de la comptabilité. Comment tenir une comptabilité simplifiée au niveau des PME-PMI. Donc voilà ces modules qui sont développés pour justement amener les acteurs de ce secteur-là à devenir plus compétitifs, plus dynamiques pour pouvoir accéder facilement au marché national et pourquoi pas au marché international. L'atelier de Kara s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'axe 3 de la stratégie de développement du secteur privé intitulée « Renforcement des capacités des acteurs ». Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, Mali, le Comité national pour le salut du peuple, CNSP, l'instance créée par les putschistes, a lors d'une conférence de presse hier, invité les fonctionnaires à reprendre le travail ce jeudi 20 août et assure que des dispositions seront prises pour protéger les biens et les personnes. Le porte-parole du comité a mis en garde les auteurs des actes de vandalisme et a ajouté que tout militaire surpris en train de piller sera sévèrement sanctionné. Pendant ce temps, la communauté internationale demande le retour à l'ordre constitutionnel. Alice Berthe Barandao. Réunis en urgence, le Conseil de sécurité de l'ONU appelle les soldats mutinés à regagner sans délai leur caserne. Les pays membres demandent aussi la libération immédiate du président Ibeka et soulignent la nécessité pressante de rétablir l'état de droit. L'Union africaine demande également la libération des dirigeants arrêtés et annonce suspendre le Mali jusqu'au retour de l'ordre constitutionnel. Avant l'Union africaine, la communauté économique des États d'Afrique
d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avait aussi suspendu le pays de toutes ses instances. Les États membres ont fermé leurs frontières et interrompu leurs relations économiques avec le voisin malien. Une visioconférence des chefs d'État de l'organisation est prévue ce jeudi. L'Union européenne s'inquiète pour sa part de la stabilité de la région et du Mali, estimant que la lutte contre le terrorisme doit demeurer une priorité absolue. Condamnation du coup d'État par la communauté internationale, mais l'opposition malienne s'est félicitée hier du putsch, estimant qu'il avait parachevé sa lutte pour obtenir le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta et se disant prête à élaborer avec la junte une transition politique. Édouard Sonon. Dans un communiqué, la coalition d'opposition du M5 RFP dit prendre acte de l'engagement du Comité national pour le salut du peuple d'ouvrir une transition politique civile. Elle entreprendra toutes les initiatives pour l'élaboration d'une feuille de route dont le contenu sera convenu avec le comité et toutes les forces vives du pays selon le texte. Et pour fêter ce qu'il appelle la victoire du peuple, le M5 organise ce vendredi un rassemblement à Bamako à la place de l'indépendance. Et puis, le nouvel homme fort du Mali s'est fait connaître hier. Il s'agit de Assimi Goïta, colonel de l'armée de terre qui dirige les forces spéciales au centre du Mali, décrit comme un homme d'action. Il a fait une descente sur le terrain pour rencontrer les secrétaires généraux des ministères. Autre information en page internationale, au moins 45 migrants et réfugiés sont morts cette semaine au large de la Libye. L'ONU estime que c'est le plus meurtrier naufrage de l'année. 37 personnes ont été secourues par des pêcheurs. Les survivants, la plupart originaires du Sénégal, du Mali, du Tchad et du Ghana, ont été placés en détention. Cette nouvelle tragédie porte à au moins 302 le nombre de migrants et de réfugiés ayant péri en empruntant cette route d'exil, mais le véritable chiffre des victimes qui est inconnu est certainement bien plus élevé. Et puis le leader de l'opposition russe, Alexei Navalny, est hospitalisé dans un état grave et est placé dans une unité de soins intensifs à l'hôpital de Omsk en Sibérie. L'avocat de 44 ans aurait été empoisonné. Navalny était dans un vol rejoignant Moscou depuis Tomsk, une ville de Sibérie, quand son état de santé s'est subitement dégradé. L'avion a fait un atterrissage d'urgence à Omsk. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Retour à la page nationale avec ce magazine. Le carburant frelaté est de nos jours utilisé par les automobilistes qui ne se soucient pas des conséquences sur leurs engins. En effet, bon nombre de moteurs et de nos véhicules, motos ou autres engins subissent des dommages irréparables dus à l'utilisation de ce carburant illicite. Pourquoi devrons-nous éviter ce carburant? La réponse dans ce magazine produit par Florence Agbeha. Présentation Alice Berthe Barandao. Sur le long des routes, on voit souvent à des endroits des points de vente de l'essence frelatée dans les bouteilles. Ce carburant illicite est beaucoup prisé par bien de consommateurs. Pour quelles raisons? Écoutons quelques-uns. À la pompe, les pompistes nous volent. Et beaucoup de stations au Togo aussi. Là où eux aussi ils payent ça, c'est là-bas qu'eux aussi ils prennent, ils amènent ça dans leur station. Si le carburant au niveau de la pompe, le prix est abordable et moins cher par rapport au carburant frelaté, je préfère aller à la pompe pour éviter tout problème. Mais dans le cas contraire, que je constate que le prix à la pompe peut être trop élevé et que le frelaté, malgré que je connais qu'il y a des effets néfastes, je suis obligé. Parce que je suis un jeune daman et je cherche à gagner. Parce que c'est en fonction du carburant que nous arrivons à gagner un peu. Carburant frelaté, même si ça coûte cher, par exemple si c'est 500 au bord de la voie et c'est 400 francs à la pompe, tu préfères ce qui est à 500 parce que tu as de l'assurance que au moins c'est 1 litre que tu as payé à 500 francs. Or, à la station, à la pompe par exemple, des fois le pompiste met de l'air à la place du carburant. Pour ne pas se créer de problèmes, on préfère le carburant frelaté. Le moteur, considéré comme le cœur d'un engin, est très sensible aux produits qu'il consomme. Jean, mécanicien de roue et également conducteur de taxi-moto, nous explique certains effets nocifs. Si vous payez le carburant de la voie, vous mettez dans le moteur, ça a un impact sur le moteur. Quand le carburant quitte le réservoir, ça rentre par carburateur. Avec les saletés, le moteur ne peut pas travailler parce
parce que la saleté bloque la circulation du carburant pour arriver au moteur afin que le moteur puisse fonctionner. Il y a aussi l'huile à moteur. Prélaté, déjà l'huile à moteur est censée maintenir le moteur de façon durable. Quand vous mettez l'huile à moteur frélatée dans le moteur, ça gâte le moteur. Parce que c'est l'huile à moteur là, de qualité, qui fait tourner le moteur, qui entretient bien le moteur pour que le moteur ait une longue vie. Alors, pour quelle raison ne pas utiliser souvent de l'essence frélatée? Et quelle différence existe-t-il entre le carburant à la pompe et celui illicite? Un chimiste s'est prononcé. Le carburant frélaté, ça veut dire quoi? Les gens vont, ils volent, ou bien ils vont du pétrole, ils ajoutent eux-mêmes des trucs. Il y a des tuyaux qui passent, ils vont aller trouver pour récupérer. Or, le traitement n'est pas encore total. Donc, ça veut dire que ces carburants n'ont pas les caractéristiques qu'il faut. Ça risque de gâter le moteur et ça peut créer des choses. Par exemple, quand on utilise des motos, on met du carburant. Vous allez voir, il y a certains parfois, on dit le piston est bloqué. Et quand on amène chez le mécanicien, quand on enlève là, il y a c'est des déchets, c'est du carbone, c'est-à-dire il gratte quoi. C'est parce que le carburant qu'il a utilisé, c'est pas bon et peut-être que lors du stockage, il y a plein de déchets, il y a des composés qui se sont polymérisés. Pour la durabilité des moteurs de vos engins usagés, préférez plutôt l'essence à la pompe qui est bien raffinée que l'essence de mauvaise qualité. En football, FC Séville d'Espagne va-t-il remporter son 6e trophée de la Ligue d'Europe ce vendredi? Le face-à-face contre l'Inter Milan s'annonce inédit. Théophile Dandakou. 3 fois vainqueur de l'Europa League en 1991, 1994 et 1998, en plus de son dernier trophée de Ligue des Champions en 2010, le club italien Inter de Milan doit batailler dur pour arriver à dépoussiérer son 4e trophée de Ligue Europa ce vendredi. La tâche qui attend l'attaquant belge Lukaku et ses coéquipiers ne sera pas aisée. Preuve, l'adversaire, le FC Séville, n'a jamais perdu une finale de Ligue Europa depuis la saison 2005-2006. Les 4 autres trophées ont été gagnés en 2007, 2014, 2015 et 2016. Face à face, Inter Milan FC Séville ce vendredi dans la ville allemande de Cologne, sur un terrain où le Togo avait tenu en échec la France en 2006 pour la Coupe du Monde et pour les 45 premières minutes. Toujours en Europe, les finalistes de la Ligue des Champions sont connus. Le Bayern de Munich d'Allemagne sera face au Paris Saint-Germain de France. Les Bavarois ont obtenu le dernier ticket hier en dominant par 3-0 le club français Lyon. Le germano-ivoirien Serge Gnabry a réussi un historique doublé offrant au Bayern sa 11e finale de Ligue des Champions contre la toute première pour le Paris Saint-Germain. La finale a lieu au Portugal dimanche prochain. Au Togo, les fonds de la FIFA pour faire face au Covid-19 ont été répartis par la Fédération togolaise de football. Le coût de fonctionnement est estimé à 2 400 000 francs CFA. La subvention de démarrage de la nouvelle saison est subventionnée à 5 millions de francs CFA et la subvention préjudice Covid-19 à 2 millions de francs CFA. Cela concerne la première division. Pour la deuxième division, coût de fonctionnement 2 400 000 francs CFA. Subvention démarrage de la nouvelle saison 3 millions francs CFA. Subvention préjudice Covid-19 2 millions de francs CFA. En troisième division, étant donné que le championnat de la D3 n'a pas été joué la saison dernière, ces clubs n'ont perçu que 2 millions de francs CFA. Ce journal s'achève. Merci de l'avoir suivi. Sensibilisation coronavirus à présent. Si les États ne souhaitent pas rendre obligatoire tout futur vaccin contre la COVID-19, l'Australie, de son côté, pense qu'il est raisonnable de rendre le vaccin obligatoire contre une maladie qui a mis à genoux le monde. Juliette Camdet. L'Australie a lancé hier le débat sur la nécessité pour les pays de rendre obligatoire le futur vaccin contre le coronavirus, alors que des contaminations repartent à la hausse et que les restrictions se multiplient dans le monde. Il y a toujours des exemptions à la vaccination pour des raisons médicales, mais cela devrait être la seule, a déclaré le Premier ministre australien Scott Morrison. Se faire vacciner devrait être obligatoire, a-t-il poursuivi. Devançant les critiques des mouvements anti-vaccins, M. Morrison a affirmé que les enjeux étaient trop grands pour permettre à la maladie de continuer à se propager librement.
Nous parlons d'une pandémie qui a détruit l'économie mondiale et provoqué des centaines de milliers de morts dans le monde, a-t-il dit. Selon un bilan établi mardi, la pandémie a fait au moins 774 832 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre. Plus de 21 936 820 cas d'infection ont été diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de la pandémie, dont au moins 13 623 700 sont aujourd'hui considérés comme guéris. La réaction des États-Unis ne s'est pas faite attendre. Le docteur Anthony Fauci, directeur de l'Institut américain des maladies infectieuses, a dit que les États-Unis ne rendraient pas obligatoire tout futur vaccin contre le coronavirus, ce qui n'exclut toutefois pas des obligations locales pour les enfants. On ne peut pas obliger ou tenter de forcer les gens à se vacciner. Nous ne l'avons jamais fait, a affirmé le docteur Fauci. On peut le rendre obligatoire pour certains groupes, comme les personnels médicaux, mais on ne peut pas le faire pour la population générale, a-t-il continué. En tout cas, le débat sur le futur vaccin contre le coronavirus obligatoire est lancé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg